Dans la discussion d'aujourd'hui, nous allons parler du 101 du racisme systémique. Une personne qui vient de France a des équivalents de diplôme ici. Une personne qui vient de Côte d'Ivoire doit refaire tout son cursus scolaire. Ça, c'est fou. Le racisme systémique, c'est quoi? On va y répondre aujourd'hui avec deux invités. Moi, je suis d'origine ivoiro-libanaise. Diplômée d'un baccalauréat en sociologie et psychologie, Fatima est anciennement chargée de projet à Woodstock, Montréal. Le privilège est invisible pour ceux qui l'ont. Et nouvellement en charge de la levée de fonds chez Égide. La deuxième invitée qui nous rejoint pour cette conversation s'appelle Nella Simahfoud. Je suis d'origine algérienne et j'ai grandi ici à Montréal et les alentours de Montréal toute ma vie. Naila est chargée de projet au Centre social d'aide aux immigrants, membre du Global Shaper Montréal Hub et également agent de l'engagement du public dans le blog de Diaspora. Les institutions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, elles n'ont pas été créées dans le but d'inclure certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Fatima, Nella, merci d'être ici. C'est un plaisir de vous avoir toutes les deux pour cette conversation. On va parler du 101 du racisme systémique, à savoir le B.A.B.A. du B.A.B.A. On va décortiquer tout ça ensemble. C'est quoi le racisme systémique? Je pense que pour définir le racisme systémique, il faut d'abord définir c'est quoi le racisme. Donc en fait, la race est une construction sociale. Donc la race et le racisme sont des concepts qui viennent en fait des années 1500, voire 1600. Donc c'est quand même assez récent dans l'histoire de l'humanité. Et ça vient vraiment en fait des construits coloniaux. Donc c'est quand on a commencé à embarquer dans la colonisation, quand on a commencé à avoir des esclaves et qu'on devait légitimer en fait le fait que certaines personnes étaient au bas de l'échelle, qu'on a commencé à hiérarchiser les classes. Sinon avant les races, pardon. Sinon avant ça, on n'utilisait pas race pour parler de ce dont on parle maintenant. Le concept en fait de race a justifié l'exclusion de plein de personnes qui présentement ont construit le monde moderne. Et le racisme systémique vient juste en fait, le mot le dit, donc c'est cette généralisation-là qui est attribuée dans les sphères sociales. Donc mettons que ce soit dans les institutions publiques, privées, dans la sphère intime aussi. On parle de ce racisme-là qui s'est étendu systématiquement dans toutes les sphères et qui vient en fait répéter des systèmes d'oppression qui se justifient par cette exclusion par la race. Il ne faut pas oublier que les institutions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui n'ont pas toujours été inclusives, elles n'ont pas été créées dans le but d'inclure certaines personnes qui sont là aujourd'hui. Donc que ce soit des gens qui sont là depuis des siècles, des décennies, mais aussi des nouveaux arrivants qui viennent d'arriver il y a quelques semaines, ces institutions n'ont pas été faites pour eux. Donc, quand on parle du système de la santé, du système de la justice, du système scolaire, de l'emploi, toutes ces actes, l'accès, l'exclusion dans ces systèmes, c'est ça le racisme systémique. C'est le fait que dans tous ces systèmes, les gens ont de la difficulté à naviguer, les gens ont de la difficulté à rentrer et à faire leur place dans ces systèmes, dans ces institutions qui n'ont jamais été vraiment faites pour eux. Je veux pas, c'est quand même un peu théorique pour monsieur et madame tout le monde. C'est genre, c'est encore très large, très grand. On a l'impression que c'est une forme de racisme qui est là, mais qui ne nous concerne pas forcément parce que nous, on n'est pas racistes. N'est-ce pas? Fait que dans les faits, ça ressemble à quoi le racisme systémique? Les exemples concrets que j'aime bien donner, c'est des choses que tout le monde sait en fait. C'est qu'on sait que si par exemple tu as un nom qui a une consonance africaine, arabe, latine, de l'Amérique latine, tu sais que tu vas avoir de la difficulté à trouver un emploi avec ton CV ou avec ton expérience qui n'est pas nécessairement canadienne ou québécoise. Puis surtout, les personnes qui sont en charge là-bas, que ce soit des ressources humaines, que ce soit les personnes décisionnelles qui prennent des grosses décisions, est-ce que ces personnes-là ont l'intérêt des personnes racisées à cœur? Est-ce que ces personnes-là font partie des minorités visibles ou ils pensent quand ils recrutent même des personnes qui rentrent dans leurs institutions? On dit qu'on ne peut pas changer la société, mais la société, c'est nous, en fait. Ultimement, qui compose la société? Oui, c'est nous, puis c'est aussi les élites institutionnelles. Et tu sais, pour donner un exemple tout bête, comme en fait ce que tu viens de nommer, j'ai une amie qui est enceinte présentement. Et je suis allée à son baby shower. Puis là, je lui dis, oh, t'as choisi quel prénom? Elle est d'origine turque et son mari est iranien. Et elle me dit, oh, tu sais, on essaie de l'appeler... Ben, je vais pas nommer le nom, mais c'est un nom très caucasien, justement pour que ça passe crème. Puis tu sais, quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée, puis je lui ai dit, puis moi, elle me connaît, donc elle était comme, oui, je sais qu'est-ce que tu vas me dire, mais tu sais, moi, j'ai envie, en fait, qu'elle puisse voyager, j'ai envie que sur son visa, déjà, elle a le nom de son père, qui est un peu compliqué, donc au moins son prénom pourra passer. Donc, ça, c'est clairement, tu relis, en fait, le macro, donc l'institution migratoire qui va discriminer un prénom dans le micro. Puis c'est ça le racisme systémique. C'est comment est-ce que nous, on doit toujours penser
à comment est-ce que les institutions vont nous percevoir et appliquer ça dans nos vies. Comme par exemple, ne pas donner nos noms d'origine à nos enfants. Ne pas, en fait, mettons, certains ports religieux, comme par exemple le foulard, se cacher, se poser mille et une questions. Est-ce que je le mets? Est-ce que je le mets pas? Parce que je sais que je peux pas enseigner si je le mets. Je sais que je peux pas travailler ici si je le mets. Je sais que je peux pas voyager si je le mets. Puis ça, c'est violent parce que c'est toute ton identité religieuse et culturelle qui n'est pas acceptée. Quand je suis arrivée ici, la première job, en fait, à laquelle j'ai appliqué, mais j'ai passé, je vous le dis, genre vraiment, j'ai passé environ 1 à 2 heures à me demander, mais qu'est-ce que je mets? Ça c'est des questions qu'on se pose pour passer un entretien. Je suis même pas en train de réviser. Tu sais, mettons, j'applique pour un organisme, je passe 2 heures, donc de la charge mentale. Ça, c'est un concept que j'aime beaucoup, de la charge mentale que les personnes racisées ont moins. Je suis en train de passer 2 heures à me questionner sur mon vêtement, sur mon expression, sur comment est-ce que je vais me présenter, parce que je sais que je dois compenser. Je dois compenser parce que je suis l'autre. Après, on se demande vraiment si c'était par rapport au mérite. C'est la question qu'on se pose tout le temps. Est-ce que on m'a pris parce que je le méritais? Est-ce qu'on m'a pas pris parce qu'on m'a perçu comme si j'étais X, Y, Z? C'est ça la question qui se pose. Puis ensuite, c'est sûr que les quotas, est-ce que ça vient d'une bonne intention pour inclure des personnes à la table dont je parlais tout à l'heure, dans nos institutions, on veut les inclure. Mais ensuite, quand on t'inclut dans cette institution, en termes de quotas, par exemple, est-ce que tu es au bas de l'échelle ou tu montes? Est-ce que tu es en haut? Est-ce que tu as une prise décisionnelle quand tu es là-bas ou non? Tu es juste là-bas pour remplir un certain mandat qu'on a, qui a été imposé par le gouvernement ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'on inclut cette diversité dans le marché du travail et comment est-ce qu'on fait en sorte que ces gens qui sont inclus soient vraiment inclus, soient vraiment intégrés et se sentent comme s'ils en faisaient partie, en fait. Puis, quand on parlait d'entrevue, par exemple, c'est aussi de la façon de parler. Moi, c'est des choses que j'ai vécues, que ce soit moi ou mes parents. Avoir un accent, être perçu comme si tu avais un accent, même si par exemple moi je suis née, j'ai grandi ici toute ma vie, on m'a toujours dit tu as un accent quand tu parles, on n'a pas l'impression que tu es comme nous, tu viens d'où, on pose des questions, puis je suis comme je suis née ici, j'ai grandi ici, puis pour eux c'est tellement comme un choc. Puis on fait du code switching. Vraiment. Mais vraiment. C'est tellement bien le code switching. Est-ce que vous pouvez définir le code de switching? C'est quoi exactement? Ben clairement, pour les personnes qui savent pas. Oui, pour les gens qui savent pas, c'est clairement quand tu vas adopter en fait une autre façon de parler en fonction du contexte. Donc, mettons toi et moi on va parler, on peut parler Nushi. Donc Nushi c'est... On va définir Nushi, c'est quoi? Tu peux dire non, c'est pas verlan, c'est genre... c'est un langage familier, on va dire. Voilà. Exactement. Donc, mais mettons, je vais pas parler Nushi à Naïla. Donc, je fais du code switching quand je lui parle. Mais quand tu vas aller en entreprise ou tu vas par exemple parler à ton employeur, tout d'un coup... l'accent français peut ressortir. Maman, je l'ai dicté, j'étais à l'école, la grammaire, l'orthographe, nonobstant, condition sine qua non. Mais ça, c'est ça. Puis tu vois, mais le fait qu'on doive le faire, il y a plein... Moi, je me rappelle, dans un cours, on l'a défini, puis il y a plein de personnes blanches qui étaient comme, j'ai jamais à faire ça. Parce que moi, je suis chill partout. Mais ça... Parce que ta façon de parler change pas en fonction de si tu parles à tes amis qui sont du même pays ou si tu parles à tes amis qui ne le sont pas, ils ont besoin de te comprendre, ou si tu parles avec des Québécois qui, par exemple, eux ont vraiment de la difficulté à comprendre ton français parce que tu as tellement un accent, puis tout ça, ben c'est ça, il faut que tu te rendes, toi, plus facile à digérer aux autres. Il faut que toi, tu changes ta manière d'être pour être accepté. Voilà, tu t'adaptes. Non seulement tu adaptes tes cheveux, tu adaptes tes habits, ta façon de parler, ta façon d'être, pour être accepté, to fit the mold, pour que tu puisses rentrer dans cette entreprise qui va, oui ou non, t'inclure ou t'intégrer en fonction de leur capacité. Mais après, pour voir, comme tu as dit, les quotas, les façons de rentrer les gens dans les entreprises, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Est-ce que les personnes veulent vraiment être incluses juste pour être un chiffre parmi tant d'autres? Pas du tout pour te couper, mais j'ai une statistique très intéressante sur la discrimination positive. Ça contribue beaucoup plus aux États-Unis, une étude en plus très récente de 2020, beaucoup plus aux personnes blanches qu'aux personnes noires. La discrimination positive en entreprise, en Amérique, et principalement, ça bénéficie moins aux femmes noires. En fait. On s'est rendu compte de ça. Parce que ce qui se passait, c'est que ça créait beaucoup plus de compétition entre nous. Voilà. Parce qu'il y a 10% qui vont être prises, donc 90 qui ne bougent pas. Donc, on se dispute beaucoup plus entre nous des places. Puis finalement, ce que ça crée des divisions intracommunautaires. Puis on est tout le temps mis en compétition. Donc, en tout cas, je critique pas la discrimination parce que je pense qu'il y a aussi ses bons côtés. C'est ça, puis ça part d'une bonne intention en tant que telle, mais c'est juste dans l'application, c'est peut-être pas genre la meilleure solution en fait. Parce qu'on utilise toujours les outils du maître. Pour ma part, genre, je vous comprends.
Parce que diaspora africaine, etc., enfin, les thématiques de racisme systémique, les thématiques de code switching, etc., genre, on n'a pas besoin de devoir les expliquer, de devoir les définir parce qu'on le vit en tant que tel. Comment est-ce que certaines personnes peuvent arriver à nier l'existence du racisme systémique lorsque, tu sais, on a des exemples palpables, en fait. C'est essentiel. Tu leur diras ça, Fatima. Excuse-moi, fallait que je dise. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie qui ont beaucoup d'angles morts, qui avancent dans leur vie avec peu ou pas beaucoup de difficultés. Quand tu vis dans une société où est-ce que tu es la majorité, tu n'as pas besoin de justifier les actions de ton groupe. T'as pas besoin, tu te vois dans les médias, tu te vois dans la sphère politique. Tout le monde te ressemble. Tu penses pas aux gens qui ne te ressemblent pas et qui sont des minorités, qui sont visibles. Mais toi, tu n'y penses pas trop parce que pour toi, c'est un angle mort. Et tu sais que dans la société, tu peux avancer sans avoir des problèmes de la sorte. Donc, pour moi, quand je vois ces personnes qui le nient, je me dis, c'est sûr que tu as de la difficulté à te mettre à la place des autres, à voir, par exemple, que c'est des choses qui peuvent exister pendant que toi aussi, tu as d'autres problèmes, tu as d'autres problématiques qui t'empêchent d'avoir un logement, un emploi et tout dans la société, mais que pour quelqu'un, ça peut être 10, 15, 20 fois plus difficile. Donc, c'est sûr que c'est difficile à nier, il y a des statistiques qui le prouvent, mais certaines personnes veulent avancer le fait que pour eux, le racisme systémique, ce que ça voudrait dire, c'est que toutes les personnes dans la société sont racistes. Ce qui n'est pas le cas. On a défini le racisme systémique pour que tout le monde comprenne que c'est un système qui met des barrières et qui entrave les gens à accéder aux plus grandes égalités ou à une plus grande liberté. Sauf que ces personnes-là, quand tu leur dis racisme systémique, ils disent « Oui, mais pas tout le monde dans la société est raciste. La personne RH n'est pas raciste ou moi, je ne le suis pas. » Mais ce qu'on veut comprendre, c'est que ce n'est pas toi, ce n'est pas l'individu. On extrapole à la société. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que du racisme dans la vie de tous les jours, du racisme direct qu'on voit dans la rue, on sait que ça existe, il n'y a personne qui peut le nier. C'est palpable, c'est visible en fait. Et les gens le savent, mais après les gens ne vont pas se questionner parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Je pense aussi qu'ils ne veulent pas. Parce que le privilège est invisible pour ceux qui l'ont. Pourquoi est-ce que tu voudrais reconnaître quelque chose qui te ferait perdre quelque chose, 10 à 15% justement de la chance, de ton confort. En fait, tu vois, c'est vraiment comme dans ce qui nous entoure et dans tout ce qui nous entoure, c'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qu'on vit continuellement. C'est ça, ce que tu viens de mentionner, ça m'a fait penser aux micro-agressions parce que j'ai l'impression que c'est des petites fois que tu vis du racisme, que ce soit dans la rue, que ce soit dans où est-ce que tu travailles, des petits commentaires qu'on fait sur comment tu es habillé, à quoi tu ressembles, comment tu parles. Mais ces micro-agressions, c'est des choses que tu vis tellement souvent que tu t'en habitues presque et t'en vis tellement que micro devient macro. À un moment donné, tu en vis tellement que ça fait partie de la vie de tous les jours, puis tu t'y attends, malheureusement. Et c'est des choses qu'on vit beaucoup. Je veux dire, moi, mes parents travaillent en enseignement. Et quand ils sont arrivés ici, comme vous avez dit, il fallait refaire tout le curriculum. Même s'ils ont fait génie mécanique, génie géophysique en Algérie, il fallait venir ici, il fallait refaire les études. Et il fallait, comme beaucoup en fait, de personnes qui viennent d'Afrique, ils ont refait pour devenir enseignants. Donc, en travaillant dans le monde dans le système d'éducation, pardon, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Moi-même, je l'ai vu en voyant comment les élèves traitaient des professeurs issus de la diversité, comment les professeurs se faisaient traiter par les parents, les mots qui ont été utilisés, qui étaient utilisés en fait avec eux, en leur demandant s'ils étaient vraiment qualifiés pour être enseignants là, les directions qui faisaient pas vraiment confiance à certains enseignants juste parce que ils voyaient qu'ils n'étaient pas comme eux. Donc moi, c'est quelque chose auquel je veux penser beaucoup parce que l'éducation, en fait, c'est là où est-ce que ça commence. C'est moi, je veux dire, j'en ai vécu quand j'étais au secondaire ici au Québec. Et tu es dans une école qui est majoritairement blanche, où est-ce qu'on te dit souvent pourquoi tu es ici. On te fait des commentaires assez racistes, puis les gens, ça passe crème. Les gens, ils pensent pas trop. Puis après, on dit, oui, mais tu as vécu des micro-agressions dans ta vie, c'est normal, tu dois faire avec et tout. Mais après, toi, tu te demandes, mais pourquoi ces jeunes pensent comme ça? Pourquoi à 13, 14, 15 ans, on pense de la sorte? Ben, je me dis que ça commence par l'éducation. Quelque part, si on a cette conversation-là aussi aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé en 2020. On ne peut pas oublier, comme je le mentionnais au début, l'amplification du mouvement Black Lives Matter. Ça vient justement d'une violence policière qui n'appartient pas seulement qu'aux États-Unis. C'est une violence policière qui a résonné internationalement parce que c'est une problématique qui est internationale. Ben justement, les statistiques sont effroyable sur ce sujet-là. Mais déjà dans la SPVM et généralement dans la police à Montréal. Donc ça, c'est des statistiques de 2016 qu'on utilisait beaucoup. C'est les dernières qu'on a. Oui, c'est les dernières statistiques Canada, exact. On a
pas en fait déjà de minorités visibles, de personnes noires ou de personnes immigrantes en fait dans ces institutions-là. C'est pour les hommes à 80% blancs et pour les femmes, il y a juste 0, quelque chose de femmes noires. Oui. Donc, quand on parle, quand on médiatise, quand on marche, quand on scande, au systémique, c'est là où c'est important. Justement, s'il n'y a pas de changement, ben, ça continue en fait comme ça, puis c'est des effets de mode. Je suis très désolée de dire ça comme ça, mais c'est des effets de mode. Ça va, ça revient, mais le problème reste le même. Tu sais, je prends par exemple Woodstock, donc l'organisme dans lequel je travaillais. Quand on parle de pauvreté, exclusion, racisme, discrimination, c'est des experts depuis plus de 13 ans sur la question. Puis justement, Woodstock est né à la suite d'une bavure policière, donc à la suite de l'assassinat de Freddy Villanueva, un jeune garçon qui jouait dans un parc avec ses amis. Vraiment, c'est ça qu'il faisait, il jouait. Et il y a eu un policier a intervenu en demandant qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il a saisi en fait le frère de Freddy, donc c'était même pas Freddy. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Freddy vient à la rescousse de son frère. Next thing you know, un policier derrière lui tire une balle dans le dos. Et il meurt à la suite de ça. Et Woodstock est né. Comment est-ce qu'on passe de samedi après-midi d'été à un deuil, en fait? Ça, c'est vraiment quand on déshumanise la personne. Puis je pense que c'est ça qui est au creux de tout ça. Puis c'est là où c'est dangereux, c'est qu'il y a vraiment un processus de déshumanisation, vu qu'on parle toujours de l'autre. L'autre ne devient plus individu avec des... L'autre, c'est ça, l'autre est totalement objectifié. L'autre n'est plus... Il n'est pas nous, donc il est danger, il est une menace. Puis on peut se permettre de le tuer, en fait. Ensuite, moi, je me dis, il y a certaines pistes d'espoir, j'espère, en fait, parce que je vois certains, par exemple, dans le quartier de la Petite Bourgogne, je vois qu'il y a une collaboration entre les organismes communautaires, les forums jeunesse, le SPVM qui vient en fait à participer à des discussions avec les jeunes pour vraiment trouver des solutions sur comment est-ce qu'on peut vous aider à protéger le quartier, à vous aider. On n'entend pas assez parler, c'est vraiment dommage. Ouais, je trouve que c'est bien en fait qu'on voit des petites... Tu sais, c'est vrai que par exemple, il y en a qui cherchent pas vraiment à faire une réflexion, une réforme par rapport à comment leur pratique, mais je vois qu'il y a certains policiers qui se disent moi, je veux que la communauté me fasse confiance, je veux qu'on travaille ensemble sur ça. Donc, surtout si, par exemple, la violence augmente à Montréal et qu'on voit que les personnes, les familles, se sentent pas en sécurité où est-ce qu'elles habitent, mais on veut que ces personnes-là, surtout les personnes immigrantes, les nouveaux arrivants, les minorités visibles, se sentent à leur place et se sentent en sécurité dans leur quartier. Donc, le but, c'est vraiment pas que ces personnes commencent à se renfermer sur elles-mêmes, qu'elles arrêtent d'en parler. Ça crée une non-confiance aux institutions systémiques qui n'aident pas finalement les personnes racisées, puis avec raison. Parce que quand elle les appelle, généralement, ça peut se retourner contre... Exactement. Pourquoi t'appellerais la police si la police va penser que c'est toi le criminel? C'est ça. Donc, il faut avoir une certaine confiance en tes institutions pour leur faire appel. Et c'est pour ça que les personnes... en fait, je pense que les institutions en elles-mêmes veulent pas que les personnes se referment sur elles-mêmes, qu'elles arrêtent d'appeler à l'aide et tout ça. Sinon, ça va se retourner contre tout le monde, en fait, parce qu'il y a un manque de confiance de tous les côtés. Donc, le but, c'est ça, c'est de faire aller ces discussions, de faire en sorte que les personnes nous écoutent aussi, qu'elles fassent partie des discussions, la SPVM, mais surtout qu'on les garde, comment on dit, we hold them accountable, qu'on fasse en sorte que leurs actions, elles ne soient pas oubliées, qu'elles soient punies quand il y a vraiment raison d'être. On a décortiqué, on a quand même commencé en 1500, si on se rappelle bien. Si on se rappelle bien, de race. si on se rappelle bien, on a commencé en 1500, mais j'aime ce qu'on a fait parce que on a voyagé, comme tu l'as si bien dit, on est passé du passé, on est passé au présent, puis j'ai hâte de voir la suite des conversations qu'on va avoir aussi sur tous ces autres aspects, impacts du racisme systémique dans nos vies, parce que ce n'est que le début, puis on va décortiquer tout ça ensemble, on va regarder tout ça ensemble, et merci encore. Merci à toi.